Bonsoir à tous, ou bonjour, tout dépend à quel moment de la journée vous nous regardez, et bienvenue pour le 14e débat du bar refait le monde. Ce soir, ou donc cette journée, nous allons nous intéresser à une autre question d'actualité, la question des relations entre la Chine et le Japon, donc les relations sino-japonaises. Et pour cela, j'ai deux habitués en ma compagnie, j'ai nommé York Bonsoir. et Vauban, Bonsoir. et un invité, comme maintenant chaque semaine. Ce coup-ci, il s'agit de Scorpion Ninja. Bonsoir à toi. Salut, salut. Et donc nous sommes là réunis tous les quatre pour discuter de ces relations entre deux puissances majeures de l'Asie du Sud-Est et de cette région du monde. Et je vais laisser la parole à notre ami York pour qu'il nous fasse une petite présentation. Bon, alors, tout d'abord, je voudrais mettre un point en disant que cette rivalité entre la Chine et le Japon ne date pas d'hier, elle date depuis bien longtemps. Depuis la première guerre sino-japonaise, qui date du 19e siècle, où que les Japonais auraient pris illégalement les îles. Attends, les îles. Voilà, Sengaku, merci, très cher Vauban. Et c'est là a commencé cette crise sino-japonaise pour ces îles. Ensuite, les Japonais ont attaqué la Mandchourie, comme vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale en 1931, enfin un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et cette crise a commencé jusqu'à maintenant, où que nous parlons plus du territoire de Sengaku, qui est riche pour le pétrole et tout ça, ou que la Chine veut récupérer, et ce qui lance beaucoup de tensions internationales, comme une possible guerre que des gens craignent qui pourrait y avoir lieu. Voilà. Oui, juste, on parle du 19e siècle, il faut savoir qu'il y a quand même eu des affrontements entre Chine et Japon avant, notamment on peut se rappeler de l'invasion par les samouraïs de la Corée, qui était alors un état vassal de la Chine à la fin de la période de l'ère de l'ère Meiji, j'ai perdu le nom, mais c'est donc la fin du XVIe siècle, au moment où c'est Toyotomi Hideyoshi, le second unificateur du pays, qui retourne les samouraïs pour éviter qu'ils se tapent entre eux contre un ennemi commun. Et donc cette opposition se retrouvait aussi avant, quand il y avait une dynastie mongole en Chine. Enfin, ces deux pays que sont le Japon et la Chine sont souvent opposés, tout simplement parce qu'ils se font face. Il y a la mer qui les sépare, mais c'est à la fois une frontière, mais aussi un espace de rapprochement. Ils sont au cœur de réseaux commerciaux, et il est évident que dans ce contexte, il y a des conflits, et que ça peut ainsi déboucher à des rivalités territoriales, mais aussi une rivalité économique qui est très importante. Donc on va pouvoir, sur ces belles paroles, commencer à discuter. Peut-être Scorpion Ninja, si en tant qu'invité tu veux ouvrir ce débat. Ouvrir ce débat. De quoi pourrait-on parler? Bah tiens, ouais. Des îles. Comment que c'est le nom? Senkaku. Senkaku. Ah oui, ces îles qui sont très riches. Elles sont vraiment très riches. Elles ont toujours été voulues par ces deux peuples depuis. De toute façon, dans toutes les histoires, il y a toujours des questions de territoire. Et puis là, bah, c'est un parfait exemple. Surtout des îles qui pour le Japon et surtout pour le Japon sont très importantes vu que le Japon est un territoire plutôt petit. Donc perdre des territoires en plus serait fort désagréable pour eux. Mais justement, en disant qu'elles sont très riches, qu'est-ce qu'il y aurait comme ressources qui mériteraient que les deux grandes puissances risquent une dégradation des relations pour de petits bouts de cailloux? D'après des rapports de la Chine pour le pétrole, il y aurait plus de 384,6 millions de barils de pétrole possibles à prendre ça, et 303,7 milliards de cubes de gaz sous la mer qu'il y aurait. Enfin, de mètres Qui n'est pas cubes de négligeable. gaz. C'est supposé. Supposé, mais c'est une bonne raison quand même de bien vouloir voir ces lieux déjà. En effet. Est-ce que je peux revenir sur une constatation historique Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Oui. Tu as très bien commencé en parlant des conflits postérieurs, notamment de la fameuse guerre d'Imagine, c'est-à-dire l'invasion. Vauban, je t'entends de très très loin, je sais pas Très, si...
Oui, tu dois être dehors, je crois. Ouais, on t'entend assez mal. C'est pas normal. Vous m'entendez c'est mieux là? C'est bien mieux. Parfait. Donc je disais que je parlais de la fameuse guerre d'Imjin entre la Corée et le Japon qui en fait devait préluder à l'origine à une invasion de la Chine des Ming par le Japon d'Hideyoshi. La Corée ne devait servir en fait que de base arrière pour le Japon, mais devant le refus et la résistance coréenne, le conflit a duré et finalement resté localisé dans la Corée. D'un point de vue terrestre, la supériorité des samouraïs était assez incontestable. Le problème, c'est que sur mer, ils se faisaient étrier. Je vais relativiser cela, c'est-à-dire que les samouraïs n'ont pas été forcément supérieurs dans les combats, mais les Japon avaient un avantage au niveau des armes à feu portatifs, qui n'étaient pas connues en Corée. Les Coréens utilisaient massivement de l'artillerie, mais ne connaissaient pas ou peu les armes à feu à main. Les fameux Teppo qu'on retrouve dans Shogun 2 Total War aussi, mais qui ont été effectivement très bien perçus par quand dans ces guerres entre daimyo. Très rapidement, on s'est rendu compte que utiliser ces armes à feu, ça pouvait donner un certain avantage sur son ennemi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le rapport initial a quand même été très favorable pour la Chine. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle était la puissance dominante en Extrême-Orient et c'est elle qui a irrigué culturellement les cultures comme le Vietnam, la Corée et même le Japon d'une certaine manière. On retrouve ça par exemple dans les architectures japonaises qui sont tirées d'anciens monuments chinois. Pas toutes les architectures, hein, mais certaines. Et par rapport à ça, il y a eu un bouleversement qui s'est déclenché au XIXe siècle. C'est-à-dire que les deux pays n'ont pas du tout réagi de la même manière. La Chine s'est refermée de plus en plus sur elle-même, sur les pressions occidentales, et a fini par entrer dans un déclin total dont elle s'est remise après tout au long du XXe siècle. Et le Japon a profité des technologies occidentales finalement pour se moderniser et est parvenu à se placer en puissance équivalente aux Occidentaux. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la guerre russo-japonaise en 1905 où le Japon défait avec un armement occidental les forces russes. S'ensuit ce basculement des relations en faveur du Japon jusque finalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale où le Japon est complètement dévasté et où la Chine va progressivement basculer dans le communisme et on va donc retrouver une rivalité de type guerre froide entre les deux nations. Et suite à l'effondrement du bloc de l'Est, la Chine va de plus en plus affirmer ses ambitions en rentrant dans les colonies mondiales et va émerger en potentielle future superpuissance, ce qui va beaucoup effrayer le Japon, qui est une puissance industrielle industrialisée et qui connaît une croissance beaucoup plus faible. Merci Vauban pour ces belles paroles. Des réactions directement par rapport à ces dominations, ces différentes phases en dents de scie. Un coup l'influence japonaise vraiment s'affirme, un coup l'influence chinoise, tout en sachant que les deux ont quand même un ciment commun. C'est comme dans notre vieille Europe. Il y a des conflits, il y a des divergences, mais au final, il y a quand même une origine commune. Même si après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont prêts à prendre en compte. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, on a parlé, pour certains, qui allaient, on a dit, un peu vite en besogne, qui imaginaient déjà la Troisième Guerre mondiale. Attention, ça va être la fin du monde. Non, je pense pas qu'il faut partir aussi vite que ça. Voilà, est-ce que vraiment pour des bouts de cailloux, ils pourraient à ce point se détériorer leur relation?
faut savoir qu'au-delà des quelque chose qui... non, faut savoir qu'au-delà des considérations économiques, c'est-à-dire les potentielles réserves de pétrole, le but principal de la manœuvre de la part de la Chine, puisque c'est la Chine finalement qui exerce une pression, c'est de tester jusqu'à où peut aller le Japon. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout improvisé ou un truc, une situation en train de dégénérer. C'est un calcul prémédité afin de tester à la fois la réaction du Japon, mais aussi des voisins comme Taïwan et la Corée du Sud, et même les réactions des États-Unis, qui sont les principaux alliés des États voisins, rivaux de la Chine dans la région. En effet, donc on est bien loin de ce qu'annoncent certains médias qui voudraient voir en gros le fatal engrenage à une guerre mondiale un peu partout. Mais il y a quelque chose que moi j'ai un peu du mal à comprendre, c'est en Chine, la vraie contestation pour ces îles date des années 1970, mais avant ça, même dans tous les manuels, ils avaient marqué que ces îles-là appartenaient aux Japonais jusqu'à mais que le gouvernement de Pékin leur prenne un coup de dire non, non, non. Ce qui a bien poussé d'un coup cette réaction subite. Et ce que je dis, c'est par rapport à la montée en puissance de la Chine du moment qui essaye de s'affirmer de manière assez dure sur la scène internationale et notamment sur l'échiquier régional. Ce n'est pas par rapport à un objectif historique nationaliste que la Chine c'est par rapport à un objectif de montée en puissance. Après, en soi, c'est vrai que les îles portent à confusion parce qu'au niveau historique, elles ont changé plusieurs fois de main. Légitimement, Taïwan, la Chine et le Japon peuvent les revendiquer pour différentes raisons. Donc c'est en quelque sorte la zone de test des influences respectives et de jusqu'où on peut affirmer sa puissance, jusqu'où on doit négocier avec le voisin. C'est ça. Donc il y a fort à penser que si ces îles devenaient effectivement sous l'emprise totale de la Chine, ça traduirait une montée en puissance c'est important. Même si la Chine est montée en puissance déjà depuis un petit moment, mais elle franchira un nouveau cap. Ouais. C'est un peu montrer sa puissance, mais sur le côté pacifique face aux Japonais. Pacifique, on n'est pas dans une rivalité économique. Oui. Hein. C'est quand même une rivalité là un petit peu moins à l'amiable. Hein. Oui, je me comprends, mais ça ferait une victoire, je veux dire, pour. Enfin, après, tout dépend ce que t'entends par pacifisme. Je veux pas faire un point Godwin, mais bon, si les coups de force ceux d'Hitler obtenus avant la Seconde Guerre mondiale sont considérés comme des victoires de pacifisme, oui, alors là, effectivement, on peut ranger. Non, je dis pas pacifisme, je dis pacifique, l'océan. Ah, d'accord. Désolé, j'avais déjà compris ça dans l'adjectif. À ne pas confondre. Hein. Oui. Oui. Donc là, en effet, oui, pardon. On t'entend très mal, Vauban, je crois. Oui. Ah, allô? Oui, donc, comme je disais, mais que ça ferait une victoire pour la Chine vers l'océan Pacifique. Mmh. En effet, bon, Voilà. ça accroîtrait son emprise. Je sais pas si en termes après d'eau contrôlée, ça a une importance. Enfin, d'espace maritime, parce qu'à chaque fois qu'on détient un lopin de déjà, terre, pour le pétrole, tout ça qu'il y a, c'est déjà... Ouais, ce que j'ai vu, oui, donc cette zone-là est forte économie avec le Japon, parce que même le Japon pour le pétrole, je viens de remarquer qu'ils disent pas la même chose qu'avec les Chinois. Les Chinois estiment à, comme j'ai dit, 384,6 millions de barils de pétrole, mais les Japonais vont encore plus loin en disant que c'est 3,6 milliards de barils potentiels de pétrole. Ce qui compte vraiment, mais qu'ils ne veulent pas perdre ce possible immense gisement. Il faut pas se focaliser. Je pense, avis personnel, d'après ce que j'ai lu dans les grands journaux,
que le pétrole n'est pas l'objectif principal, comme les îles d'ailleurs ne sont pas l'objectif principal de la lutte entre le Japon et la Chine. C'est ce qu'on appelle un prétexte. Oui, mais c'est quand même un bon prétexte, je veux dire. Oui, enfin, Et des quelle prétextes, on serait peut en la trouver raison plein d'autres. principale, si je suis pas indiscret? Et la raison principale, c'est juste le test des forces de la Chine par le Japon. Enfin des tests des forces japonaises par la Chine. Enfin, c'est aussi parce que la Chine veut récupérer un territoire en- Non, mais anciennement à eux. ils s'en fichent. Du temps de Mao, ils auraient bien pu essayer de tenter de le faire, ils l'ont pas fait. S'ils le font maintenant, c'est parce qu'ils ont les capacités, ils veulent montrer qu'ils peuvent le faire. Hein. Bah, la Chine a quand même dit de territoire sacré, comme avait dit un ministre des Affaires étrangères chinois, que ces îles étaient un territoire sacré qu'il voulait récupérer, quoi. Territoire sacré, faut dire ce qu'il en est. Hein. Pour les Chinois, la seule fois où elle était en possession de la Chine, elle a été donnée à l'impératrice Xixi par un herbologiste de la cour. Donc, à partir de là. Oui, Ouais, mais donc, Non, mais la vérité, c'est que, honnêtement, à part s'ils veulent vraiment exploiter le pétrole, ce qui est pas sûr, ou s'ils veulent installer éventuellement, parler d'une base sous-marine avancée pour les deux pays, honnêtement, c'est simplement un prétexte pour rentrer dans l'autre. Je veux dire, si ça avait été juste un caillou à fleur d'eau au milieu de la mer de Chine, il se serait quand même tapé dessus pour planter le drapeau dessus. bah, ils pourraient pas essayer mais le trouver, sinon un terrain d'entente est fermé, que ça c'est neutre et que ça partait en deux pays. Non, ils peuvent pas, parce que à partir du moment où ils veulent le rapport de force, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'escalade diplomatique, ils n'ont pas du tout intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade diplomatique, c'est ce qu'ils cherchent. Voilà. C'est une mini-guerre froide en fait. C'est pas une guerre froide. non, Non c'est mais je juste veux un dire test. à peu près. Non, non, C'est- la guerre froide, c'est vraiment, on se regarde en chien de faïence, prêt à se tomber dessus. Alors que là, c'est juste un test, en quelque sorte, de ce que vaut son voisin. Donc on est comme pas dans la même logique. D'accord. Donc, Tu vois ce que veut dire depuis le Vauban. début. Après, à mon avis, il Bah m'était dit oui, que et s'il puis pouvait là, au exploiter départ, ce pétrole, il serait pas au contre. début, on pouvait penser que c'était le Japon qui testait la Chine, mais là, ça commence un peu à s'inverser quand même. Bah, c'est- Certes, après, faut dire la considération comme elle est. Aujourd'hui, a un tel besoin énergétique qu'une poche de production ne suffira pas en plus. Ces besoins. Ils sont forcément importateurs de ressources énergétiques. Sans parler du fait que déjà le charbon et la filière nucléaire. Mais la Chine, comme ils s'entendent à peu près bien, vu qu'ils font quand même mais du commerce entre eux. Ça aurait pu être vraiment qui se tourne la... Mais qui se tourne le dos. Évidemment qu'il faut du commerce entre eux, mais c'est la même chose entre la Chine et les États-Unis. Ah, il y a quand même 19% avec du commerce japonais qui est avec la Chine. Hein. C'est quand même, Entre les considérations économiques et les considérations géostratégiques, les deux ne vont pas forcément dans le même sens. Tu acceptes bien que faire du commerce avec ton rival parce que ça permet de t'enrichir. C'est pas pour ça que tu vas permettre ton rival d'être plus riche que toi. Ou plus fort. De toute façon, tout tourne autour de l'argent. Hein. Ça faut pas. c'est le monde de maintenant en fait. Bon, Non, c'est pas le je monde de suis pas maintenant. Je suis pas d'accord pour dire que tout tourne autour de l'argent. Il y a vraiment des considérations, on va dire, de zones d'influence qui rentrent en jeu. Et on voit avec des pays comme la Russie ou la Chine qui sont capables de dépenser pour des opérations qui sont pas forcément rentables, dont le seul but d'étendre leur zone d'influence. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent, mais ça leur permet d'augmenter leur pouvoir dans une zone précise. Exactement. Il y a eu... C'est sûr, oui.
Après, bon, là, faut dire ce qui est. Le Japon a quand même plus de prestance que la Chine en ce moment. Donc, bon. Quoique, Non, je dirais pas ça. pas tant, non, pas tant que ça, en fait. Parce que la Chine a quand même un manque. Au niveau de ce qui est de la C'est encore prestance, je sais, en Ah tout non, cas, c'est les vrai. deux pays cherchent à en imposer, mais le fait que ce soit la Chine qui ait l'initiative un peu plus ces derniers temps, peut-être aussi dit que justement, elle cherche à imposer son jeu. Et donc, le Japon, qui serait en proie peut-être à quelques difficultés supplémentaires, hein. On n'oublie pas non plus ce qui s'est passé il y a quelques années, hein. Quelques années. C'est un grand mot, hein. Le tsunami, Fukushima Daiichi et tout le bazar. Ça, on n'y peut rien, ça, par contre. En parlant de Ça, Fukushima, Oui, on les n'y peut dégâts rien ont peut-être, coûté mais près de 300 milliards de dollars. la Chine, du coup, au lendemain de ça, ça a quand même pas mal ébranlé le Japon, donc la Chine, en retour, peut sentir le vent tourner et donc essayer de s'imposer, se montrer comme ça plus forte que le Japon au jeu des gros Pour bras. nuancer ce que tu disais, la Chine connaît aussi ses propres troubles. Avec il y a quelques années, il y avait une catastrophique tremblement de terre dans la région près du barrage des Trois Rivières. Et dernièrement, il y a quand même des troubles sociaux qui sont assez importants. Donc, faut pas croire que la Chine est un bloc monolithique invincible. J'ai pas dit ça non plus, mais non, mais je relativise. en tout cas, ils sont plus forts pour affirmer leur cohésion, même si en réalité la Chine c'est un ensemble de plein de peuples différents et dont l'entente se passe plus ou moins bien. D'ailleurs, l'histoire même de la Chine est faite d'explosions et puis de réunification, quelque sorte de reconstitution d'un empire. Pas forcément par le même peuple d'ailleurs. On parle de la culture chinoise, mais il faut savoir qu'il y a les Mongols qui ont créé une dynastie, il y a les Mandchous. Et qui ont même tenté d'envahir le Japon, par exemple. On devrait peut-être filmer là, non? De quoi? C'est filmé. Ah merde, je suis con. Tu couperas ça, mon pauvre invité s'est lancé. Je sais que moi aussi, il commence à se faire tard, à avoir plus les yeux en face des trous. Non mais c'est rare, là. Oh franchement, là, je suis désolé. Donc, ce n'est pas grave, ça arrive. Sinon, c'est la première fois qu'on nous le fait, mais ça arrive. De quoi parlions-nous sinon? J'ai pas entendu en fait quand Max l'a dit. De quoi parlions-nous donc avant qu'il y ait cette interruption? Oui, donc pour revenir, tu disais quelque chose, Max, excuse-moi. Je viens de dire de quoi parlions-nous. Donc on parlait. Je vais essayer de me racheter. En fait, je sais plus. Mais vous parliez des différentes entre parenthèses ethnies et tout ça. Les ethnies, ouais. Les ethnies, les Mongols quand ils sont venus, ils ont créé une dynastie, tout ça. Oui, donc en gros là, on a quand même pas mal navigué, ouais. Oui. Donc pour revenir un peu au sujet. Parce que là j'ai un peu recherché et la tension à cause de ça menace le commerce bilatéral entre la Chine et le Japon qui se chiffre à plus de 343 milliards de dollars en 2011. Menacer, est-ce bien là aussi un grand mot? Si on prend la logique avancée par Vauban, l'objectif n'est pas de rompre les accords commerciaux et de se lancer dans une logique de guerre. Non, pas du tout. Enfin, je dis pas qu'il peut pas avoir la guerre, attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec par exemple un accident, parce que depuis quelques temps ils s'amusent vous savez bien qu'ils se sont amusés à envoyer leurs navires, leurs garde-côtes vers les îles à tour de rôle, leurs bateaux de pêche. Là ils s'amusent à envoyer leurs avions de chasse et il y a le fameux espace aérien contrôlé par la Chine où ils demandent à tout avion de s'identifier. Donc on n'est pas à l'abri d'un accident qui dérape et puis qui peut entraîner une logique de montée en tension qui peut aboutir à un conflit. Et un accident diplomatique est toujours possible. Oui. Toujours. Après, n'oublions pas que pour n'importe quoi. Que si ça se dégrade pour de bon, l'oncle Sam va débarquer et va vouloir se mêler de l'affaire, notamment pour essayer de calmer le jeu. Enfin, l'oncle Sam n'a plus beaucoup de pouvoir sur la Chine en ce moment.
L'oncle Sam, oui, l'oncle Sam a beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Ouais. Réellement, depuis la crise, du crash boursier, il semble assez mal, l'oncle Sam. Oh, ne dramatisons pas non plus le tableau, hein. Faut pas y mettre Oh, des Ah, quand paillettes, quand même. même, hein. depuis C'est la fin de la le superficie. crash boursier. Il y a un événement important que vous oubliez, c'est qu'ils se retirent du Moyen-Orient et ils sont devenus indépendants de manière énergétique. Oui. Ce qui veut dire que une partie des problèmes qu'il y avait sous l'ère Bush n'existe plus à l'heure actuelle dans l'Amérique d'Obama. D'Obama. Bah oui, Voilà. Obama. Non, t'avais dit Obama. C'est pas grave, j'arrête de dire ça. Oui, bon. Donc, oui, c'est sûr, mais comment dire, c'est pas pour autant que les États-Unis ont encore beaucoup de puissance sur l'Orient. Sur l'Orient. Ils en ont l'extrême beaucoup moins qu'à Orient. l'époque. J'ai dit qu'ils se désengagent militairement, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Oui. Et ils se désengagent presque. Quoique. Ne nous Non, écartons c'est pas. des- Là, nous irons Oui. doucement dans le hors-sujet. Je sais pas si c'est parce que on commence à faire le tour du sujet ou alors si c'est parce qu'il est tard et que les esprits s'envolent. Et à de Donc, nouveaux oui, pour horizons. revenir sino-japonaise. Donc, donc les différentes ethnies. Il y a pas qu'en Chine, au Japon aussi. Il y a souvent eu beaucoup de guerre au niveau de ces ethnies. Bah, il y a eu un moment, en gros, 15e, 16e siècle, où il y a eu un petit moment, en effet, de flottement au niveau du pouvoir central et où c'était une grosse féodalité, mais renforcée, parce que là, effectivement, il n'y avait plus du tout d'autorité centrale. Il y avait bien l'empereur, mais encore, c'était une figure pas franchement politique. Mais l'histoire du Japon et de la Chine se ressemble pas trop mal quand même. Il y a pas mal de similitudes. Je crois pas qu'on ait comme en Chine, là, au Japon, une volonté de réécrire l'histoire à chaque changement de dynastie. Non. Non, je crois pas non plus. Non, Je crois Déjà, pas que le Japon était aussi bureaucratique que la Chine. Il y a quand même, en termes de bureaucratie, la dynastie chinoise, c'était quand même quelque chose de vraiment centralisé. Le Japon a connu plusieurs périodes où ça avait l'air plutôt d'être un système quand même féodal. oui, bah oui, L'autorité- clairement, c'est un système l'autorité féodal. du dictateur militaire, le shogun. Certes. Mais là, on repart un peu aussi du débat. Mais Bah, c'est c'est vrai, dans- mec, que c'est difficile de rester sur un truc mais comme ça, parce que ce qui se passe en Chine, c'est à peu près presque mondial, vu que la Chine et le Japon sont des immenses exportateurs vers le monde entier de beaucoup, beaucoup de produits, et que c'est des très grandes augmentations et développements qui est quand même impressionnant et même très puissant. Oui, Bah, enfin, comme le l'a monde dit reposera Vauban, bientôt là-dessus. comme l'a dit Vauban, à part incidents, diplomatie et escalade fâcheuse, normalement, l'objectif n'est pas qu'ils se mettent sur la tronche horizon 2014. C'est d'essayer de combattre l'autre politique. Enfin, peut-être pas politiquement, mais en tout cas, par rapport à la Une forme de prestance petit et bras de fer, mais qui, normalement, pour l'instant, voilà, c'est exactement ça. C'est un bras de fer. On n'est pas une guerre froide, mais ça peut se rapprocher quand même. moi, je dirais que la principale différence, c'est qu'on n'a vraiment pas une rupture au niveau des échanges, etc. C'est avant tout une manière de tester l'autre. C'est pour ça qu'on ne dit pas parler de guerre froide. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Oui, il va falloir peut-être conclure. envisager de conclure, toujours est-il que après l'idée que la Chine passe devant le Japon, c'est toujours assez complexe et surtout on n'a pas tout encore est le recul possible. nécessaire. Le recul nécessaire, c'est savoir jusqu'où va aller la Chine, sachant que la croissance fulgurante de la Chine commence quand même à diminuer. Hein. On n'est pas dans un rythme Oui. effréné comme peuvent le faire certains pays africains notamment. Enfin bon, toujours est-il que ces questions de relations sino-japonaises vont encore, à mon avis, nous occuper pendant un petit moment. Hein. Parce que ça remonte à vieux et ça va sans doute pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à en parler. Même là, nous sommes très vite partis vers d'autres choses, toujours en rapport avec notre discussion, Oui. bien sûr, mais c'est que c'est assez difficile d'en parler, en fait. C'est pas que c'est difficile d'en parler,
c'est que c'est important d'en parler et d'essayer de comprendre notamment cette idée que l'objectif numéro 1 n'est pas de se mettre directement sur la tronche, mais c'est toujours plus difficile car on Je sais plus, t'avais pas parlé au tout début de certaines similitudes avec l'Europe au Moyen Âge, mais quand on regarde bien, l'Europe à cette époque-là était très divisée, que la Chine et le l'Europe au Japon, Moyen-Âge, c'était vraiment deux gros groupes. l'Europe au Moyen-Âge, c'était par rapport, normalement, si j'en ai parlé, c'est par rapport au Japon au 15e, 16e siècle. C'est-à-dire c'est morcelé, féodalité, etc. Donc, c'était pas du tout par rapport à la Chine. Je précise que la Chine historique n'est pas la Chine qu'on voit actuelle en termes de frontières. Hein. Le Tibet politiquement existait, la Mandchourie était aussi une nation à part entière. En fait, c'est la Chine historique, c'est à peu près le territoire des Han, c'est-à-dire que c'est la zone côtière, jusque vers les steppes. Et autour du fleuve jaune. Ces États ils restaient quand même un peu vassaux de la Chine et du Japon. Faut pas non plus. Je pense qu'ils étaient pas si indépendants que ça. Non, il y a eu des moments où ils étaient tellement vassaux que la Chine et ont régné sur la Chine pendant 3 siècles. Pour le coup, je suis pas sûr qu'on peut dire tellement vassal du pouvoir chinois. Je sais aussi que les Tibétains ont combattu pendant très longtemps les Chinois. Hein. Enfin, donc pour le coup, les rivalités étaient plus compliquées qu'on peut le penser. C'était moins uniforme. Et surtout, derrière cet aspect uniformisé, la Chine reste quand même un État multiethnique. Hein. Bon, ça paraît être moins le bazar que dans certains États africains, mais pire que multiculturel. Oui, aussi. Donc forcément, c'est compliqué de traiter de la Chine, puisque bon, il y a la Chine de la façade atlantique, hein, la Chine des Han, enfin ou des Han, je sais pas comment on dit. Des Han. Mais après, il y a tout un tas d'autres cultures, d'autres peuples. Enfin là, on s'éloigne du Japon et de la Chine, enfin on s'éloigne de la région qui nous intéresse et on peut sans doute conclure avant de finir sur d'autres digressions. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à notre invité. Hein. Merci encore d'être là, Scorpion Ninja. Oh ouais, disons que moi aussi je suis heureux d'être là. Hein. J'ai appris plus de choses que je n'en ai évoqué, donc c'est déjà pas mal. Bah c'est un peu le but. C'est un peu le but, exactement, donc c'est excellent. En effet, hein, on va pouvoir se dire à la prochaine hein, pour de nouveaux débats. Et puis au revoir Scorpion, puisque tu seras pas là pour le débat suivant. Hein. C'est possible aussi qu'on fasse revenir un jour ou l'autre des anciens invités, mais on essaie quand même d'alterner, de varier un peu les points de vue. Non mais il faut. Il faut. Merci encore à tous d'avoir été présents et à la prochaine, que ce soit parmi nous ou alors pour regarder tout simplement. Allez, salut. Au revoir. Au revoir.